Hello les amis, nous sommes le lundi 22 juin 2020. Je pensais ne pas arriver à faire une émission ce soir parce que la journée a été très très difficile. Mais bon, on a vu ce week-end que le virus de la peur entretenu par les médias de la peur, ça continuait, hein. Nous avons, vous savez, ce type-là hein, qui, depuis le début de la pandémie, s'est trompé sur tout, mais qu'on continue à écouter, mais c'est normal puisqu'il dit des choses qui les intéressent, hein. Le monde est entré dans une phase nouvelle et dangereuse. Ça fait peur ça. Ah bah oui, ça fait peur. Et donc évidemment, tout le monde enchaîne, hein. La pandémie continue de s'accélérer dans le monde, selon l'OMS. Évidemment, alors après, tous les journaux répètent exactement la même chose, comme des perroquets, des bons perroquets qu'il y a. En direct, la pandémie continue de s'accélérer dans le monde, avertit l'OMS. Donc là, ils font tout de suite un sous-article qui frappe bien les esprits. Le nouveau coronavirus a fait près de 465 000 morts dans le monde depuis décembre. Plus de 8,8 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays, donc là tout le monde tremble. On a bien de préciser que pendant cette même période, il y a dû y avoir 30 millions de morts. Et il continue. Le coronavirus continue de frapper durement l'Amérique latine, le Brésil, deuxième pays du monde, pla. Vous voyez. Sauf qu'on avait vu qu'au Brésil, les hôpitaux sont vides et que n'importe qui mourait était estampillé Covid, parce que vous avez compris maintenant que c'est la bataille hein, entre deux blocs, là c'est vraiment clair. Le bloc, on va l'appeler des conservateurs, ce qu'on appelle les populistes, les idiots, l'extrême droite, parce qu'évidemment, quand on n'a pas d'argument, on dit des mots. Et de l'autre, ces fameux, on va les appeler gauchistes, hein, ça sera plus simple, démocrates, ou des gens qui sont affiliés à Soros, Gates, Rothschild, qui sont l'État profond. Pour ajouter une dose de peur, en France, le Conseil scientifique juge extrêmement probable une intensification de la circulation du coronavirus dans l'hémisphère nord à une échéance plus ou moins lointaine, et notamment à l'approche de l'hiver. Et en plus, ils disent coronavirus, Didier Raoult évoque désormais une deuxième vague épidémique. Le médecin, principal promoteur d'un traitement controversé. L'hydroxychloroquine, azithromycine, traitement le plus utilisé dans le monde par 52% des médecins, est controversé. Elle a obtenu des résultats fantastiques, mais c'est controversé. Toutes les études qui ont été contre l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, on a vu qu'elles étaient faussées par Big Pharma, financées par Big Pharma. Le directeur de The Lancet l'a lui-même reconnu, mais il y a encore des journalistes pour écrire de tels mensonges. Ouais. Et ça, il faut en plus payer pour lire ce genre de choses, quoi. Il n'y a pas que Raoult, il y a plein de gens, plein d'infectiologues, de médecins dans le monde qui disent qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Là, je vous mets le professeur Jonathan Freud, urgentiste à la Pitié-Salpêtrière. Vous voyez, c'est distingué par ses prises de position disruptives depuis le début de l'épidémie, parce qu'il dit qu'il n'y aura pas de deuxième vague cet été, ni à la rentrée. Donc il est à part, on le met à part. Toujours à cette technique fantastique des médias pour ridiculiser les gens. Alors en fait, qu'est-ce que disait Didier Raoult? Il disait toujours que lui, selon une courbe en cloche, hein, il n'y aura pas de deuxième vague parce qu'il n'y a jamais eu de deuxième vague. Et quand on lui disait qu'il y a eu une deuxième vague pour la grippe espagnole, il disait, attention, la grippe espagnole c'est particulier puisque c'est une infection qui est arrivée en été, et ensuite on a eu l'hiver. Il a toujours expliqué la saisonnalité des épidémies. Et il disait, il faut surveiller l'Océanie, il faut surveiller certaines régions de l'Australie et surtout la Nouvelle-Zélande, parce que c'est là-bas, en ce moment, on est en hiver. Nous, on rentre en été, hein, on a eu la fête de la musique, on va en reparler. Eux, ils rentrent en hiver. Donc, est-ce qu'en Océanie... alors, je vous avais déjà montré que la Première ministre de la Nouvelle-Zélande avait fait une sorte de danse parce qu'il n'y avait plus de cas. Hélas, 2 touristes anglais sont arrivés, et évidemment, ils étaient positifs.
Donc vous voyez, ça c'est à hier. Bon, il y a eu plus 25 cas sur cet énorme continent qu'est l'Australie. 2 cas en Nouvelle-Zélande. Et en tout, il y a 2 cas critiques qui sont en Australie. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut voir déjà les résultats du jour, puisque vu qu'avec le décalage horaire, ils ont déjà terminé leur journée, eux, bah, plus 13 cas en Australie, 2 cas en Nouvelle-Zélande. Ailleurs, French Polynésien, Nouvelle-Calédonie, Fidji, il n'y a rien. Donc en tout, il reste 469 cas actifs en Australie, alors qu'on est rentré dans les vert, 9 en Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc pour l'instant, ça reprend pas, on surveille, hein, on surveille. Et je vois pas tellement le virus de la peur. Après, je vous avais montré toutes ces énormes manifestations qu'il y a eu ces 3 dernières semaines. Que ce soit les Black Lives Matter, que ce soit tous ces gens qui étaient dans la rue partout. Je vous avais montré à Berlin la foule immense. Là, on devait avoir une explosion de cas un peu partout dans le monde à cause de ces manifestations. On n'en a pas. Alors ils disent, il dit qu'il y a une explosion de cas. Bah, on va surveiller ce qu'il dit, notre ami président de l'OMS. Donc à Yesterday, on a eu 130 000 cas nouveaux. On est très loin des records. Donc je ne sais pas pourquoi il dit que ça s'intensifie. Parce qu'il suffit que le journaliste, au lieu d'écrire que l'autre il a dit que ça s'intensifiait, d'aller voir les chiffres pour voir que c'est totalement faux. On a déjà frôlé des pics quasiment à 160 000. On a 130 000. On est bien en deçà. Hein. Et donc je ne vois pas trop où ça s'intensifie, surtout pas en Europe, hein, où ça continue de baisser. Et en Allemagne, on va y revenir sur le cas allemand, parce qu'effectivement, hier, vous voyez que 359 nouveaux cas en Allemagne, il y en avait aussi avant-hier, on va voir d'où ça vient. Moi, je suis au jour le jour les chiffres de l'Italie. L'Italie, vous voyez, la colonne, c'est cas sérieux, critiques qui restent. Ça diminue. Hier, il n'y en avait plus que 148 cas. Donc, il y a quasiment plus rien dans les hôpitaux. Et nulle part ailleurs, ça s'accélère. Ah oui, bah si, on vous a dit que Pékin, oulala, Pékin, ça explosait, 100 000 cas, 200 000 cas. Vous n'avez pas lu ça dans la presse, non? Bah écoutez, on va voir un petit peu la Chine. Ouais, la Chine, hier, plus 26 cas. Bon. Il leur reste 331 cas actifs et 13 cas critiques. Donc je sais pas comment la presse fait pour mentir comme cela. C'est juste affolant. Alors le cas de l'Allemagne. Le cas de l'Allemagne, parce qu'il s'est passé quelque chose, notamment, ici je vous le mets, dans un abattoir. Alors là, on va parler quand même un petit peu du système allemand. Parce que vous, les Allemands, vous pensez qu'ils sont tous bien, propres, pragmatiques. Eh bien, là, on met en évidence une réalité sanitaire et sociale très grave, liée à l'industrie de la viande en Allemagne. Car c'est dans la société Tönnies, hein, et donc son chef, son dirigeant d'entreprise qui s'appelle lui-même Clemens Tönnies, il est célèbre parce qu'il est propriétaire d'énormes abattoirs, mais il est aussi propriétaire de l'équipe de football de Schalke 04. Schalke 04 pour les Français. Et il a des centaines de travailleurs étrangers, principalement polonais, roumains. Et en fait, au long du week-end du 11 juin, ils ont rendu visite à leurs familles dans leur pays d'origine. Et c'était la première fois depuis le début de la pandémie. Et il y en a beaucoup qui se sont infectés là-bas, avec le Covid. On verra plus tard l'infection, ce que c'est. Et à leur retour en Allemagne, beaucoup d'entre eux ont voyagé ensemble dans des bus surpeuplés pendant 17 heures. Imaginez, 17 heures, tous ensemble, dans des bus surpeuplés. Mais le sale secret du groupe et de l'ensemble du secteur de la transformation de la viande en Allemagne est en fait les conditions de travail et de vie de ces travailleurs étrangers, originaires, tenez-vous bien, de 87 pays. Ils sont hébergés en masse dans des dortoirs insalubres où aucune mesure de santé ou de sécurité n'est respectée. Et ils sont payés avec des salaires de fortune, à peu près 500 € le mois. Et donc en plus, évidemment, comme il y a certainement beaucoup de salariés qui ne sont pas déclarés, ce chef d'entreprise, Clemens Tönnies, n'a pas du tout fourni la liste complète des adresses de ses employés qui sont certes dans les dortoirs, mais d'autres vivent à côté dans la ville, empêchant ainsi une vérification immédiate de l'étendue de l'infection et de son isolement.
Et en plus, vendredi, certains ont eu peur, au moins un tiers était toujours porté disparu. C'est-à-dire que comme ils voient arriver la police, certains qui n'ont pas de papier prennent peur et s'en vont, quoi. Ce n'est qu'aux premières heures de samedi que les autorités disposaient de toutes les coordonnées des 6500 travailleurs. 6500 travailleurs. Et là, on parle encore une fois de la faillite de l'Europe. Parce que moi, ceux qui font l'apologie de l'Europe, bah, c'est des pays qui ont tous les mêmes règles. Hein. C'est un peu comme vous, il y a le championnat de foot, on joue avec les mêmes règles. Mais là, avec notre Europe à nous, vous avez les Allemands qui ont le droit de toucher le ballon avec la main, vous avez les Luxembourgeois qui ont le droit de toucher le ballon avec la main, avec les pieds, avec le bras, et ils ont le droit de jouer à 15 ou 20, hein, et ainsi de suite. Donc c'est pas équitable. Les Allemands, ils peuvent prendre des salariés hors Europe, les payer une misère, et ainsi, ben, ce qui fait que nos agriculteurs français ne peuvent absolument pas concurrencer le prix du cochon allemand, le prix du bœuf allemand, le prix de la viande allemande. Et ça, c'est dans beaucoup, beaucoup de domaines. Même moi, à une époque, je l'avais vécu. Hein. Quand j'étais pas patron d'entreprise, je travaillais pour un grand groupe. Il y avait un client que je connaissais bien. À l'époque, c'était des francs. Il m'a dit, Sylvano, tiens, tu veux pas me refaire tout le câblage? Bon, nous, c'est vrai qu'on n'était pas pro de câblage, mais je lui avais fait un devis. Je lui avais fait un devis à, je sais plus, on était à peu près à 600 000 francs. Et il me dit, Sylvano, je t'adore, mais alors là. Et puis moi, j'avais pris vraiment une marge rikiki, quoi, parce que c'était vraiment, c'était pas déjà fort dans mon domaine, mais en plus, c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup et je voulais pas gagner des milliers et des cents. Il m'a dit, voilà, j'ai une autre proposition. Ouais, j'ai dit, ah, attends, voilà, on peut discuter le bout de gras. Ouais, mais l'autre proposition, elle était à 350 000 francs. 350 000 francs. Et elle était allemande. Et donc, je me suis dit, tu te fais arnaquer. J'ai regardé le devis, c'était même mieux. Il y avait des choses que moi, j'avais même pas mises, qui coûtaient pas des milliers des cents, mais moi, je les avais pas mises. Des protections en métal, sur les coudes. Et il m'a raconté que ben, le jour venu, en fait, c'était un contremaître allemand. Ils sont venus avec des roulettes et que des Polonais, Roumains, et ils ont travaillé. Le contremaître les dirigeait. Ils travaillaient, s'ils devaient travailler 10-12 heures par jour, ils travaillaient 10-12 heures par jour. Et voilà, quoi. Ils dormaient dans les roulettes, ils reprenaient le lendemain. Nous, on n'a pas le droit de faire ça. Donc voilà ce que c'est l'Europe, hein, et comment on se fait bananer de A à Z par les autres, hein, les luxembourgeois, hein. Toutes nos grosses entreprises ont leur siège au Luxembourg pour pas payer d'impôts, c'est juste hallucinant. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette peur? Les clusters, parce que vous entendez partout qu'il y a des clusters, des clusters. Ben, je vous ai mis un exemple hein, ce week-end sur ma page Facebook. Euh, voilà une info que j'ai reçue. Mes voisins ont un enfant de 8 ans avec les symptômes d'une angine. Et moi je dis, ben moi ici, hein, j'ai eu une angine blanche et vous êtes pas mal à avoir une angine ces derniers temps. Bah, il y a à peu près 10 jours, vous avez vu, je faisais mes émissions, vous avez rien remarqué, je me suis soigné tout seul en 48 heures. Et donc ils emmènent leur enfant chez le généraliste, et qui lui, la trouille au ventre, a confiné la classe jusqu'à ce que ce pauvre enfant soit testé, PCR, sérologie, avec résultat attendu dans 8 jours. Donc il pensait que ce gosse avait le Covid. Mais moi je me dis, peut-on aujourd'hui confondre les symptômes d'une angine avec le Covid? Surtout pour un enfant. Donc voilà comment est né un cluster. Hein, on dit que c'est le Covid, on fait peur à tout le monde, et le gosse, il a une angine. Les parents, ils n'ont pas voulu en rester là, ils l'ont emmené à l'hôpital. Le médecin, il a dit, attendez, c'est une angine, quoi. Et il est parti avec, vous savez quoi, de l'azithromycine. Voilà. Et donc, c'est affolant. Mais maintenant, quelque part, je comprends aussi ces médecins, ils ont tellement la pression que si ils disent, c'est pas le Covid, et puis finalement ils se trompent, c'est le Covid, on va leur taper dessus. S'ils disent, ah ben non, c'est le Covid, et c'est vrai, ben, ils vont être félicités. De plus, bon, je vous rappelle qu'une consultation classique chez le généraliste, c'est 27 euros, je crois. Hein. La consultation Covid, c'est 55. Alors, je dis pas qu'ils font ça pour l'argent, mais d'un côté, ils se font engueuler, et de l'autre, ils se font pas engueuler, et en même temps, ils gagnent plus.
Et donc voilà les clusters. Donc on a vu toute cette masse de personnes partout sans masque il y a 2, 3 semaines aux US, en France, en Belgique, en Italie, les Black Lives Matter. Il y a eu une résurgence? Non? Bah, alors qu'est-ce qu'il vous faut comme preuve? On va encore attendre 2, 3 semaines parce que là on a vu que sur les réseaux sociaux, tout le monde a râlé parce que hier il y avait la fête de la musique. Et que, bah, franchement, il y avait du monde, hein, à la fête de la musique, hein. Donc là, je vous montre quelques images d'un abonné qui me les a envoyées de Toulouse. Bah, vous voyez que c'était plein, qu'il n'y avait pas de distanciation sociale, qu'il n'y avait pas de masque, et c'était pareil partout. À Strasbourg, on n'a jamais vu autant de monde. Jamais, 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 jamais. C'était, bah oui, après 2 mois de confinement, les discothèques fermées, tout fermé, bah les jeunes, ils sont sortis, hein. Ils sont vraiment sortis. Un peu partout en France, et notamment dans la capitale, des fêtards se sont rassemblés sans distanciation sociale et sans masque. Des scènes qui ont suscité inquiétude et réprobation sur les réseaux sociaux. Ah oui, hein. J'ai vu des hommes politiques en photo avec leur masque sur Twitter dire c'est un scandale. Ouais, et franchement, suivez un peu ce qui se passe, quoi. Suivez un peu. Vous allez avoir l'être ridicule là, parce que si dans une semaine il n'y a pas une explosion partout en France, vous serez ridicule. Voilà, du ridicule. Maintenant, on va s'occuper du fond du sujet, le vrai sujet. Et cette semaine, je vais marteler ce fond du sujet, c'est qu'il faut dire stop, stop, stop aux menteurs. Hein. Donc là, je vous avais déjà montré des médecins italiens, le Floch, et je vous avais montré Zangrillo, qui disent c'est fini, quoi. Le virus perd de sa charge virale. Et là, maintenant, je vous mets le directeur de l'Institut de recherche pharmacologique, qui s'appelle Mario Negri, qui va nous parler de l'étude sur les tamponi, c'est vous savez, les écouvillons, les échantillons, les tampons, quoi. Et il dit la charge virale est devenue très faible. Nom de Zeus. En France, on ne veut pas en parler. En Italie, on en parle. En France, on ne veut pas en parler. C'est un truc de fou. Hein. Ils annoncent des clusters partout, mais plus personne ne voit de malade. On reprendra ce thème cette semaine, parce qu'il faut arrêter au bout d'un moment. Donc, je vous traduis. Ah oui, alors on lui pose la question, est-ce qu'il faut refermer la Lombardie? Vous savez, la Lombardie, il y a eu un petit peu de nouveau, soi-disant, des clusters positifs. Et lui répond, mais pour l'amour du ciel, l'Institut supérieur de la santé et le gouvernement doivent plutôt réaliser à quel point et comment la situation a changé depuis ce lointain 20 février. Et ils doivent communiquer en conséquence, sinon vous contribuez peut-être involontairement, ouais, enfin involontairement tu parles, à répandre une peur injustifiée. Alors, le journaliste pose la question, mais alors avec une moyenne de 70 à 80% des nouvelles infections concentrées dans une seule région, parce que vous savez qu'en Italie, il y a plein de régions où il n'y a plus rien, il y a encore en Lombardie où il y a beaucoup de cas. Nous devons expliquer ce qui arrive aux gens qui, à juste titre, ont peur lorsqu'ils entendent ces données. Ici, à l'Institut Mario Negri, nous sommes sur le point de publier une étude qui contient des informations utiles à comprendre, du moins je l'espère. Et nous, cette étude, ne vous inquiétez pas que sur Face à Face, on va la suivre et on vous la donnera. Donc le journaliste demande, de quoi s'agit-il? Alors il dit, eh ben, je vous fais une brève présentation, j'espère pas trop ennuyeuse, sur le fonctionnement des tampons, tamponi, vous savez, les écouvillons, quoi. Pour la recherche du virus, la technique de la réaction en chaîne par polymérase, PCR, est utilisée, capable d'amplifier certains fragments d'ADN spécifiques dans un échantillon biologique. Le journaliste dit, ben, jusqu'ici tout va bien. Pour le Covid-19, cela fonctionne comme ça. Le génome du coronavirus présent sur les écouvillons, c'est-à-dire l'ARN, est transcrit en ADN et amplifié par la technique PCR, ce qui augmente énormément le matériel génétique de départ. Plus le contenu du tampon de ARN est élevé, donc du virus, moins il doit être amplifié.
Alors, j'espère que je traduis bien, hein, c'est quand même un peu technique, mais je vais présenter ça à des médecins, et on va voir, et puis on va surtout attendre l'étude officielle. Et donc, le journaliste demandait votre recherche. Nous avons mené une étude sur 133 chercheurs de l'Institut Mario Negri et 298 employés de Brembo. Brembo, c'est, vous savez, une usine qui fabrique des freins. En tout, 40 cas d'écouvillons positifs, mais la positivité de ces écouvillons n'est apparue qu'avec des cycles d'amplification très élevés. Alors là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Entre 34 et 38 cycles qui correspondent à 35 000 à 38 000 copies d'ARN viral. Donc là, s'il y a des médecins qui comprennent ça, moi, ça m'intéresse. Ah bah tiens, le journaliste dit, qu'est-ce que ça signifie? Ce sont des cas de positivité avec une charge virale très faible, non contagieuse. Nous les appelons contagions, mais ce sont des gens positifs pour les écouvillons. Commenter les données fournies chaque jour est inutile, car il s'agit de positivité qui n'a pas de répercussion dans la vie réelle. Le journaliste, combien devons-nous amplifier pour avoir une positivité contagieuse? Sous les 100 000 copies exemplaires de l'ARN, il n'y a pas de risque substantiel de contagion. Selon un ouvrage qui vient d'être publié par la revue Nature et confirmé par plusieurs autres études. Donc, aucun de nos 40 points positifs, de nos 40 cas positifs ne serait contagieux. Cela signifie que le nombre de nouveaux cas peut affecter des personnes qui ont si peu d'ARN dans leur écouvillon qu'elles ne peuvent même pas infecter les cellules. Au contact de l'ARN, des vrais positifs, ceux de mars et début avril, les cellules sont plutôt mortes en quelques heures. Alors il dit, en fait, une étude du centre coréen pour la prévention des maladies auprès de 280 personnes asymptomatiques positives qui a retracé 790 de leurs contacts directs. Savez-vous combien de positivités parmi ces contacts? Zéro. Et je vous épargne d'autres études qui vont dans ce sens. Maintenant, nous en savons plus. L'ISS et le gouvernement, ça doit être l'Institut supérieur de la santé, et le gouvernement doivent qualifier la nouvelle positivité ou permettre au laboratoire de le faire, expliquant aux gens qu'une positivité de moins de 100 000 exemplaires n'est pas contagieuse. Donc il n'y a aucun sens à rester à la maison, isolé, tout comme il n'est plus utile de retracer ceux qui sont positifs, comme c'était utile au début de la pandémie. Vous m'avez dit vous-même qu'il faut au moins 1 an à la communauté scientifique et au gouvernement pour accepter les résultats des études. Il répond, dans ce cas précis, il vaudra mieux accélérer, sinon une panique injustifiée va se créer. Le journaliste dit, comment expliquez-vous que la grande majorité des nouveaux cas ne sont enregistrés que dans une seule région, la Lombardie? Et il répond, il y a eu énormément de personnes malades, le virus a beaucoup tourné, ce sont les résidus de cette propagation. Le journaliste, cela ne vous inquiète-t-il pas que 216 nouveaux cas aient été enregistrés en Lombardie sur les 333 hier dans toute l'Italie? Non, ils sont positifs, au même titre que ceux de nos recherches, ou avec une positivité ridiculement inférieure à 100 000, parce qu'ils ne peuvent pas infecter les autres. Bien, mais journalistes, c'est trop dur. Non, non, je vais encore garder mon virus de la peur, non. Mais alors, inquiétez-vous. Non, mais donnez-moi une raison de m'inquiéter. Donc voilà, encore une étude qui démontre, par A plus B, qu'il y a des cas positifs, parce qu'on ne sait pas vraiment, il y a des résidus, mais on n'est pas contagieux. Donc on peut en voir encore des cas positifs pendant 1000 ans, si ça se trouve. Il donnera un rhume et on sera encore positif au Covid. Donc ça intéresse effectivement les autres de transmettre le virus de la peur, notamment avec ces foutus masques. Alors que regardez, là j'ai trouvé une publication du 18 mars, Québec. Le Québec demande aux citoyens de ne pas porter de masque, une mesure qui n'est pas efficace et qui risque de causer une pénurie dans le réseau de santé. Ouais, mais là, et là, concernant les masques, l'État refuse de dévoiler les contrats de ses commandes de masques au nom du secret des affaires. Ah putain, secret des affaires. C'est incroyable, incroyable comment c'est possible de réagir comme ça.
Aujourd'hui était une journée importante puisque au Sénat, il y avait le passage de la loi sur, vous savez, vos médias avaient titré partout que le- la loi de l'urgence sanitaire s'arrêterait au 10 juillet. Mais en fait, le gouvernement, ils ont truqué le truc. Et ils ont approuvé ce nouveau projet de loi. LREM, Modem et Agir avaient voté pour à l'Assemblée nationale, comme des petits soldats à la demande. Ça a été bloqué au Sénat aujourd'hui. Les sénateurs font bloc contre le projet de loi sur la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Et en fait, pourquoi? Ben là, si on lit, le Sénat, le constat est sensiblement le même. Avec ce projet de loi, le gouvernement nous demande, sans le dire, la prorogation de l'état d'urgence sanitaire tout en affichant vouloir en sortir. Donc en gros, il dit, ah ouais, on sort de l'état d'urgence le 10 juillet, on est d'accord, ça, on le dit tout le monde à la presse, mais en fait, on va continuer. Et continuer jusqu'à quand? Jusqu'au 10 novembre. 10 novembre. Nous lui répondons donc que nous ne rentrons pas dans son jeu et disons donc fermement non à ce texte. Ce projet de loi est un projet en trompe-l'œil et faux semblant, renchérit le coprésident de la commission, Jean-Pierre Sueur. Il prétend sortir de l'état d'urgence alors que l'article 1 prévoit que l'ensemble des éléments relatifs à la liberté de circulation en manifestation restent possibles à l'initiative du Premier ministre. Voilà, ce Premier ministre adoré de tous, hein, qui a voulu encore mentir à la nation. Donc on sera là, on sera vigilant, on surveillera tout ça, et on va prêcher la bonne parole. Parce que là, aujourd'hui, j'ai été dans un magasin, et il faisait 40 degrés. C'était un truc de fou. Il faisait 27 degrés dehors, bien plein ciel bleu. Et je dis, mais vous mettez pas la clim? Ah ben non, on n'a pas le droit à cause du Covid. Et en plus, ils avaient les masques, les vendeurs. Mais je dis, attends, mais là, dans 3 jours, il va faire 38 ici en Alsace. Hein. Vous allez mourir, quoi. Vous allez mourir. Voilà, ma pub. Vous savez que je mets des fois mort du Covid. Non, asphyxié, le type il est mort. Ça va être ça, quoi. Hein. Je veux dire, c'est complètement stupide. Stupide. Le port du masque, actuellement, en plein air, quand je vois des serveurs sur les terrasses avec les masques, c'est une des choses les plus stupides, affolante que je vois. Les gens se balader dans la rue avec des masques, c'est la chose la plus stupide. Il faut être stupide, franchement, là, franchement, pour faire ça. Voilà, pas me faire des amis si parmi vous. Hein. Moi, j'ai l'habitude de dire ce que je pense. Et vous avez le petit interne de Yasna Padan, là, qui a fait une pétition contre Christian Perron. Attention, pensée unique, non, on n'a pas le droit d'écrire un livre où on a envie de tout dire, quoi. Donc, il parle de ses... il a mis un commentaire sous le livre sur Amazon, sur le livre de Christian Perron, qui fait du Trump, qu'il est nul, enfin vraiment, un petit jeune complètement nul, hein, interne, qui lance une pétition. Nous, on a lancé une contre-pétition, on soutient le professeur Perron. Donc, pour une fois qu'il y a quelqu'un de courageux qui dit ce qu'il pense, on essaye de lui fermer la bouche, quoi. Il a dit qu'il veut que le Conseil de l'Ordre punisse Christian Perron. Donc voilà, on est déjà à 46 897 signatures. J'aimerais bien qu'on arrive à 100 000 assez rapidement. Je vous fais des bisous, à demain, bye bye, bis.